Tragédie en Éthiopie, 157 personnes sont mortes dans l'écrasement d'un avion près d'Addis Abeba, la capitale. 18 Canadiens ont péri dans la tragédie. L'appareil qui devait atterrir au Kenya s'est écrasé peu de temps après son décollage. L'avion qui était neuf, un Boeing 737 MAX, soulève maintenant des questions. Oui, c'est pas facile, mais on a encore de l'espoir. Parce que Jody, c'est un homme qui est très habile. À Timmins, le périmètre se précise dans l'effort pour retrouver Jody et Nicole Blais, portés disparus depuis lundi. Les Forces armées canadiennes ont déployé encore plus de personnel pour venir en aide aux efforts. Et à Toronto, des centaines de personnes manifestent contre l'occupation chinoise du Tibet, alors qu'on souligne le 60e anniversaire du soulèvement des Tibétains. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Frédéric Pepin. Bienvenue au Téléjournal Ontario. Et un écrasement en Éthiopie plonge dans le deuil des familles d'un peu partout dans le monde, et même ici au Canada. Les 157 personnes à bord de l'avion d'Ethiopian Airlines, dont 18 Canadiens, ont tous péri quand l'appareil, un Boeing flambant neuf, s'est écrasé peu après son décollage. Une tragédie aérienne qui a des airs d'un déjà-vu, 5 mois après l'écrasement d'un avion du même modèle en Indonésie. Olivier Bachand. Des morceaux de métal déchiquetés. C'est tout ce qui reste de l'avion qui s'est écrasé 6 minutes après son décollage. Les 149 passagers et 8 membres de l'équipage n'ont eu aucune chance. Ils ont tous péri dans la tragédie. Number of passengers in the flight were Canada with 18. 18 Canadiens sont morts dans l'écrasement qui a fait des victimes d'une trentaine de nationalités. Parti d'Addis Abeba, l'avion qui devait se poser à Nairobi, au Kenya, s'est écrasé près de Bishoftu, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale éthiopienne. Le pilote avait demandé l'autorisation de faire demi-tour tout juste avant le crash. Les causes de l'accident sont toujours inconnues, mais la vitesse d'ascension de l'appareil était instable, selon les premières constatations. C'était un nouvel avion avec des pilotes expérimentés aux commandes, indique le PDG d'Ethiopian Airlines, une compagnie aérienne qui a bonne réputation. L'avion en question, un Boeing 737 MAX 8, avait été livré à l'entreprise en novembre. Fin octobre, un appareil du même type s'est lui aussi écrasé en Indonésie, peu de temps après son décollage. Boeing promet de collaborer à l'enquête pour déterminer les causes de l'écrasement. L'Agence américaine de la sécurité des transports enverra une équipe d'experts pour assister les autorités éthiopiennes. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal. L'identité de quelques-unes des victimes canadiennes de l'écrasement d'avion en Éthiopie est désormais connue. En fait, quelques-unes d'entre elles. En tout, 18 Canadiens figurent parmi les 157 personnes qui ont perdu la vie. 2 des victimes sont originaires de l'Alberta et une autre victime d'Ottawa. Mathieu Goyer a préparé ce qui suit. On connaît maintenant l'identité de 3 des 18 victimes canadiennes. Il s'agit de Pius Adesanmi, professeur à l'Université Carleton, ici à Ottawa. C'est l'université et son recteur qui ont confirmé le décès du professeur. Les 2 autres victimes canadiennes identifiées sont une mère et sa fille, Amina Ibrahim Odowan et Safia Abdul-Kadir. Elles habitaient, quant à elles, à Edmonton. La tragédie a bien sûr fait réagir l'ensemble de la classe politique canadienne, à commencer par le premier ministre qui se dit terriblement attristé, Justin Trudeau, qui offre ses condoléances et indique que la sécurité des Canadiens est sa priorité. Dans une déclaration, de l'aide consulaire en Éthiopie est également mise à la disposition des ressortissants canadiens qui sont sur place. Justin Trudeau précise également avoir été en contact avec les autorités du Kenya et de l'Éthiopie. Réaction également politique, cette fois-ci du chef de l'opposition, le conservateur Andrew Scheer. On l'écoute.
mes prières et mon sympathie à toutes les victimes et les proches et les familles de toutes les victimes. C'est une tragédie très, très triste. Je sais que le gouvernement a envoyé un message pour aider les familles d'avoir l'information. Alors, nous appuyons les efforts du gouvernement pour assurer que tous les Canadiens touchés par cet événement a une façon d'avoir l'information, mais absolument, premièrement, mes prières et sympathies. Les victimes proviennent d'une trentaine de pays. Certaines devaient participer à une conférence de l'ONU sur l'environnement qui commence demain à Nairobi. C'est le secrétaire général des Nations unies qui l'a confirmé, Antonio Guterres, qui a également transmis ses condoléances aux familles de toutes les victimes. Plusieurs, évidemment, de l'Éthiopie et du Kenya, mais aussi de partout sur la planète, de Grande-Bretagne, de France, des États-Unis, d'Italie et de Chine. Et on le disait, 18 victimes canadiennes en tout. Ici Mathieu Goyer, Radio-Canada, Ottawa. Alors, on continue notre couverture de cette tragédie, mais en analyse maintenant avec Mehran Ebrahimi. Il est professeur à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal et directeur du groupe d'études en management des entreprises de l'aéronautique. Monsieur Ebrahimi, merci d'être avec nous ce soir. Un plaisir. Bon, on va mettre un peu de contexte dans cette histoire. C'est une tragédie. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est le deuxième écrasement d'un avion exactement du même genre là, à se produire en quelques mois. Exactement, le même genre et 2 avions neufs. Donc ça, c'est important de souligner, c'est-à-dire que c'est des avions qui ont été en service moins d'1 an par la compagnie qui les exploitait. Bon, c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé à bord de cet avion-là, mais selon vous, qu'est-ce qui est le problème? On parle, vous venez de le dire, des 737 neufs. Comment ça se fait qu'il y a des problèmes selon vous? Alors, il faut être, comme vous l'avez si bien mentionné, il faut être très prudent au niveau des commentaires. Oui. Tant qu'on n'a pas le résultat de l'enquête et les données sur les boîtes noires, donc il faut être très prudent. Mais on sait déjà depuis un certain temps qu'un certain nombre de questions sont soulevées avant même l'accident de Lion Air. Certains pilotes se plaignaient des problèmes. Alors, peut-être certains pourraient dire des problèmes de conception ou alors des problèmes d'adaptabilité. En fait, il faut savoir que Boeing a vendu cet avion-là, donc 737 MAX, en disant aux compagnies aériennes qui exploitaient déjà le 737, en disant, écoutez, pour renouveler votre flotte, venez acheter cet avion-là. Donc, comme vous avez des pilotes d'expérience sur cet avion-là, donc le coût de transition sera minime. Donc, vous n'avez pas à former des centaines de pilotes sur un nouvel avion. Alors, prenez un 737 qui est un avion de génération, remotorisé, si vous voulez. Ouais. Et donc, ça, c'est un argument de vente assez important. Il se trouve qu'en réalité, 737 MAX n'est pas tout à fait le même 737 de New Gen, de génération précédente qu'on appelait NG. Donc, cet avion est nouveau, les appareils sont, la technologie est différente et le comportement de l'avion est également différent. Donc, on est parti du principe que les anciens pilotes de 737 peuvent facilement aller sur l'autre avec ce qu'on appelle une formation écourtée, donc selon les aviations civiles internationales, les aviations civiles de chaque pays. Donc une formation écourtée, ce n'est pas la même chose que la formation nouvelle d'un pilote sur un nouveau modèle. Donc on est parti avec une formation écourtée, et à ce moment-là, donc, ce qui fait qu'en réalité, cette formation écourtée, ça ne suffit pas, et ça pourrait quelque part expliquer, si vous voulez, ces accidents-là. Donc, les pilotes qui avaient plusieurs milliers d'heures sur le 737 traditionnel, et là, sur MAX, ils rencontrent des difficultés. Et c'est différent. Monsieur Ebrahimi, dites-nous donc, on a rapporté quelques problèmes avec cet appareil. Vous parliez tout à l'heure de la façon dont un problème au niveau du contrôle, c'est bien ça? En fait, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle un appareil au niveau des stabilisateurs. Vous savez, aujourd'hui, dans ces avions-là, il y a la machine, les machines donnent beaucoup d'informations, oui, et la machine se comporte en fonction des données. Par exemple, dans le cas de Liner, on avait reçu une information erronée, c'est-à-dire l'information erronée de la machine disait que l'avion était en décrochage, alors que c'était le contraire, il était en décollage, il fallait prendre de l'altitude. Donc, ce qui fait que le pilote était perdu, ne savait pas quoi faire. Là aussi, on peut dire qu'on est dans un cas d'un problème semblable, donc c'est-à-dire que c'est en décollage, le pilote
signale un problème et très vite, donc il est en décrochage et il y a le crash. Donc les deux accidents se ressemblent, ce qui pourrait nous emmener vers un comportement de l'avion. Et d'ailleurs, après l'accident de Lion Air, Boeing avait transmis une multitude de panoplies d'informations, de bulletins et tout ça de façon, je dirais, écrit à ces compagnies aériennes pour prendre soin de ça. Sauf que ça ne suffit pas. Il va falloir former les pilotes, il va falloir de les emmener dans les simulateurs et de les faire en situation de difficulté pour que les pilotes puissent gérer ça. Le fait d'avoir ça sur une page ou 2 pages ou 20 pages, qu'on explique ce qui pourrait arriver, ça ne suffit pas. Un pilote doit apprendre sur le tas ou dans le simulateur ce que nous n'avons pas fait, ce qu'on n'a pas fait chez Ethiopian Airlines ou qu'on n'a pas fait chez Lion Air. Et puis on ne le fait pas généralement, encore une fois, comme je disais, parce qu'on pense que les pilotes qui pilotaient à 737, ça suffit pour piloter un max. Monsieur Ibrahimi, rapidement, là, si vous pouvez me donner cette réponse rapidement, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter ici au Canada pour les gens qui vont prendre des vols d'appareils Boeing dans les prochains jours? Je pense pas, parce que bon, les pilotes sont quand même expérimentés. Toujours est-il que nous avons, par exemple chez Air Canada, plusieurs de tous les vols, par exemple, des moyens courriers sont maintenant de plus en plus avec ce 37 MAX. C'est important que les pilotes, que la compagnie fassent le nécessaire, tiennent compte des avertissements de Boeing et qu'ils le fassent, donc les exercices dans les simulateurs pour que les pilotes soient aptes pour pouvoir gérer une situation d'urgence de cette nature-là. Monsieur Ibrahimi, merci d'avoir pris le temps de discuter de cette nouvelle, de cette tragédie avec nous ce soir. Merci bien. Merci à vous. Bonne journée. Vous avez des questions, des commentaires? N'hésitez pas à nous joindre par courriel au tjontario@radio-canada.ca ou aux autres adresses que vous voyez à l'écran. Alors demain, ça va faire une semaine, jour pour jour, que Jody et Nicole Blais ont quitté l'aéroport de Sudbury à bord de leur hélicoptère. Et aujourd'hui, toujours aucune nouvelle d'eux. Les opérations de recherche en étaient à leur 5e journée aujourd'hui, concentrées évidemment à partir de Timmins. Alors Jean-Loup Dudard est à Timmins où sont concentrés les efforts et c'est là qu'on le rejoint. Jean-Loup, la météo aujourd'hui entrave les recherches. Oui, voilà, parce que, bon, il y a eu beaucoup de neige qui est tombée aujourd'hui dès tôt ce matin, ce qui rend les sentiers de motoneige difficilement praticables. Même les appareils, les gros appareils à chenilles, comme vous pouvez voir derrière moi, ont eu du mal à circuler sur les sentiers aujourd'hui. Timmins devait avoir 5 à 10 cm de neige et à en voir les images, vous pouvez voir qu'il y a eu au moins ça qui est tombé aujourd'hui, ce qui rend la navigation pour les hélicoptères et les avions des Forces armées canadiennes compliquée également. Mais pour les motoneiges sur le sol, eh bien, ils cherchent un hélicoptère qui serait peut-être enfoui sous la neige, et si en plus il y a de la neige qui tombe par-dessus, eh bien ça complique la visibilité, surtout que la forêt est assez dense, donc de déceler une petite trace d'un hélicoptère qui est des mêmes couleurs des arbres, ça rend la chose difficile. Mais les motoneigistes aujourd'hui, je vous le dirais, sont quand même encore une fois demeurés optimistes et se sont dit, ben si il neige, ça veut dire qu'au moins il fait pas froid, donc les Jody et Nicole n'ont pas froid, mais je dois vous dire qu'on se raccroche à n'importe quel détail ici pour espérer que Nicole et Jody sont toujours en vie. On est des branches, on est des tag haulers, des canoës. C'est 5 pieds de neige, on cale, j'ai de la neige jusqu'à la ceinture, puis je touche pas le fond. Puis c'est pas facile. On cherche beaucoup pour les morceaux d'information. C'est pas facile, mais on a encore de l'espoir. Parce que Jody, c'est un homme qui est très habile. Et Jean-Loup, l'armée concentre ses efforts sur une plus petite zone là, entre Timmins et Kapuskasing. Oui, parce que l'armée dispose de plus d'informations d'une deuxième tour cellulaire, en fait, auquel se serait connecté le téléphone de Jody pour la dernière fois lundi soir. Et cette tour se situe bien au nord de la 101. Donc, l'armée royale canadienne, qui ne prenait pas de risque, qui faisait des recherches de Sudbury jusqu'à Kapuskasing, a maintenant restreint sa zone de Timmins jusqu'à Kapuskasing. Il y a 9 hélicoptères et avions qui patrouillent cette zone encore en ce moment. Il y a un avion qui vient de passer par-dessus nous. Il y a même un avion qui est muni d'un détecteur
à infrarouge qui lui a permis aujourd'hui de détecter des choses comme des cabanes à pêche sur la glace, des motoneiges également, mais rien qui se rapproche malheureusement de l'hélicoptère disparu. La police provinciale s'est également jointe aux efforts aujourd'hui pour coordonner les efforts des motoneigistes et des nouveaux effectifs de l'armée sont arrivés également. Il y a environ 80 personnes qui sont sur place aujourd'hui. Nous avons identifié le local du dernier ping sur une tour cellulaire qui a identifié le cellulaire qui était à bord de l'hélicoptère. Alors nous avons mis un hélicoptère qui cherche dans cette locale et nous sommes toujours optimistes qu'on va trouver les deux individuels et les retourner à leur famille. Alors voilà Frédéric, à l'heure qu'il est, Jody et Nicole n'ont pas encore été retrouvés, donc les recherches se poursuivent demain du côté des motoneigistes et l'armée a dit elle aussi qu'elle resterait encore plusieurs jours pour retrouver le couple disparu. Jean-Loup Doudard en direct de Timmins, merci d'avoir fait le point avec nous. Un texte qu'on vous invite à consulter sur notre site web maintenant, radiocanada.ca/Ontario. Mon collègue Jean-Philippe Nadeau qui écrit que de nombreux recours ont été déposés ces 6 derniers mois contre le gouvernement Ford. Aucun gouvernement provincial n'avait fait face à autant de contestations judiciaires en si peu de temps. Mais jusqu'à quel point la charte peut-elle être utilisée pour contrecarrer les politiques d'un gouvernement? Vous trouverez les réponses à ces questions et tous les détails dans ce dossier complet. Et restez avec nous après la pause. On vous parle d'une campagne de sensibilisation de la police provinciale de l'Ontario qui commence demain. Ton verre de vin t'empêche de payer ton compte de taxes, t'empêche de payer ton hydro, t'as un problème. Dans cette crise-là, ce qu'on réalise, c'est que M. Trudeau n'a pas l'instinct tueur. Je pense qu'il l'a, moi. C'est la première fois dans ma vie que j'exprime que je suis bipolaire. C'est un coming out. C'est un gros coming out pour moi. Théodore, c'est un talent exceptionnel. C'est vraiment impressionnant ton travail. Je pensais pas venir te faire clencher. Tout le monde en parle, ce soir, 20h. Ici, Radio-Canada, télé. Sophie mange un sandwich au thon et l'heure de sa présentation vient d'être rapprochée à maintenant. Elle essaie donc les nouvelles pastilles Listerine Go Tabs. Elle croque cette petite pastille qui se transforme en liquide qu'elle peut ensuite agiter dans sa bouche puis avaler. Ce qui la fait sentir un peu... Quoi? Libérer la sensation de propreté de Listerine en tout temps. Sophie, tu es prête. Les nouvelles pastilles Listerine Go Tabs. Bonjour. Aujourd'hui, je vous suggère le carpaccio de thon. Vous me suggérez ça comme ça, là, sans me connaître. Oui, pourquoi? Ben, je sors de chez BMO, puis eux, ils m'ont suggéré des placements qui me ressemblent, en prenant le temps de comprendre mes objectifs puis mon degré de tolérance au risque. Et vous avez une forte tolérance au risque? Quand même. Alors, je vous suggère la langue de veau. En tartare, s'il vous plaît. Ce que vous ressentez quand une banque vous aide à choisir des placements qui vous ressemblent, c'est l'effet BMO. Chez Canada Dry, nous croyons que chaque jour, vous devriez prendre un moment pour vous détendre en faisant quelque chose que vous aimez. Parce qu'il y a tellement de manières de se détendre. Et avec le goût frais et vivifiant de vrai gingembre, nous sommes heureux d'en être une. Canada Dry, vrai gingembre, vraie détente. Chez Léon, c'est le plus gros solde d'ameublement au Canada. Obtenez ce sofa inclinable à moitié prix. Épargnez 60% sur tous les sofas à l'achat de la causeuse et du fauteuil assorti. Se termine mardi. Détails à meubleleon.ca. Nous ne sommes pas arrivés là par hasard. Nous en sommes là parce que nous savons ce que ça prend. De nos communautés les plus éloignées jusqu'à nos villes les plus animées. C'est ça le rêve canadien. Récolter le fruit de notre labeur. Voici les 8 tout nouveaux Chevrolet Silverado 2019. Parce qu'il y a du travail à faire. Louer un Silverado 1500 2019 à partir de 219 $ aux 2 semaines, soit l'équivalent de 109 $ par semaine selon un prix de 49 185 $. L'hiver a été difficile, mais le beau temps arrive en même temps que le talk show de l'été. Du lundi au jeudi, bonsoir, bonsoir, dès le 1er avril, 21h. Ça sent bien. Ici Radio-Canada, télé.
Le chef conservateur Andrew Scheer maintient la pression sur le premier ministre Justin Trudeau dans la controverse suscitée par l'affaire SNC-Lavalin. En point de presse à Ottawa aujourd'hui, il a appelé le chef libéral à lever le secret professionnel pour que l'ex-procureur général du Canada, Joy-D Wilson-Raybould, puisse commenter librement les nouveaux développements dans ce dossier. Les conservateurs ont même lancé un site Internet permettant aux Canadiens de demander eux aussi un nouveau témoignage de l'ancienne ministre. Alors que de nombreuses familles ontariennes prendront, la route pour la semaine de relâche, la police provinciale de l'Ontario aura les conducteurs à l'œil. La PPO lance une campagne demain pour insister sur l'importance de rester concentré derrière le volant. La police sera donc plus présente sur les routes pour veiller au respect de la loi et pour éduquer les automobilistes. Les amendes pour conduite inattentive ont doublé depuis le 1er janvier et s'élèvent désormais à 1 000 $ pour une première offense. En 2018, en Ontario, 55 personnes sont décédées des suites d'une collision impliquant une conduite inattentive. À Toronto, des centaines de personnes manifestent contre l'occupation chinoise du Tibet, alors qu'on souligne le 60e anniversaire du soulèvement des Tibétains, qui s'était soldé par des milliers de morts et l'exil du Dalai Lama. Malgré les années de tension entre Pékin et les Tibétains, la tension, demeure vive. Mathieu Simard s'est rendu à la manifestation qui a eu lieu un peu plus tôt aujourd'hui. Il y a des centaines de membres de la diaspora tibétaine qui sont rassemblés au centre-ville de Toronto en ce moment, à la place Yonge-Dundas, pour manifester. Ils ont d'abord marché sur plusieurs kilomètres dans les rues du centre-ville et transportaient avec eux 130 cercueils enveloppés du drapeau tibétain. 130 cercueils pour rendre hommage aux 130 activistes qui se sont immolés par le feu au cours des derniers mois en guise de protestation contre le gouvernement chinois. Toutes les personnes qui sont rassemblées ici aujourd'hui revendiquent d'une part une meilleure liberté d'expression, mais aussi une liberté de religion pour tous les habitants du Tibet. De son côté, évidemment, le gouvernement chinois voudrait un contrôle absolu du territoire. Et si on a décidé de se rassembler aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il y a 60 ans, aujourd'hui, commençait le soulèvement populaire au Tibet qui a ensuite mené à l'exil du Dalai Lama. Je vous laisse maintenant écouter un professeur de sciences politiques avec qui on a pu s'entretenir un peu plus tôt aujourd'hui. Il suit grandement l'évolution des tensions entre la Chine, le gouvernement chinois et les Tibétains. Et selon lui, les représailles envers les Tibétains sont de plus en plus importantes. Depuis les Jeux olympiques en Chine, mais aussi avec la montée de Xi Jinping, il y a de plus en plus de tensions au Tibet, avec une répression plus aiguë de la langue et de la religion. Les Chinois veulent avoir plus de contrôle absolu sur le territoire. Visiblement, les gens réunis aujourd'hui semblent déterminés à préserver leur culture, même s'ils habitent loin de leur pays d'origine ou leur pays d'attachement. Il faut mentionner que le gouvernement chinois, pour sa part, s'oppose fermement à toutes les activités séparatistes de la part d'activistes qui travaillent à l'indépendance du Tibet ou encore à obtenir une plus grande autonomie pour la région. Ici Mathieu Simard, Radio-Canada, Toronto. L'Algérie demeure en pleine ébullition. La pression de la rue se fait de plus en plus forte sur le président Bouteflika. De retour à Alger après 2 semaines d'hospitalisation en Suisse. Après les manifestations successives, le pays risque maintenant d'être paralysé avec un appel à 5 jours de grève générale. Le reportage de Michel Marcenet. Le retour de Suisse du président Bouteflika n'a rien pour calmer la grogne des Algériens. La grogne ne vise plus seulement celui qu'on appelle le président zombie, mais tout le système politique du pays. Les manifestations se multiplient depuis février et dimanche, une grève a paralysé l'activité commerciale de plusieurs villes. Une solidarité nationale qui touche tout le peuple algérien contre la tyrannie. À 82 ans et fortement diminué des suites d'un AVC en 2013, Bouteflika est perçu comme la façade de ceux qui tiennent réellement les rênes du pouvoir. Un pouvoir que voudrait renverser particulièrement les moins de 30 ans qui composent la majorité de la population algérienne et qui connaissent un taux de chômage de 25 %. La diaspora algérienne participe à la lutte pour le changement. À Ottawa, Québec et Montréal, des centaines de citoyens d'origine algérienne ont encore manifesté dimanche malgré la neige. On aimerait être là-bas avec nos frères et sœurs. Personne ne dort. Regardez nos têtes là. Nous, la diaspora algérienne à Montréal spécifiquement, au début c'était un soutien, mais là c'est plus un soutien. Là, on est dedans. Là. Bouteflika, il est insignifiant dans la scène publique.
C'est vraiment comme une sorte de marionnette, le pauvre. Le 5e mandat s'est dépassé. Maintenant, on tourne la page, on regarde vers l'avenir, on veut débarrasser ce système et laisser notre pays s'émanciper comme le reste des pays du monde. Mais là, aujourd'hui, on constate que tous les secteurs sont fermés. Du garde général, c'est le moment ou jamais que le pouvoir se dégage de la scène. Ces manifestations ne seront pas les dernières. Les Algériens du Québec veulent continuer la lutte pour le changement tant que le feront leurs compatriotes en Algérie. Ici Michel Marcelet, Radio-Canada, Montréal. Acquérir de nouvelles aptitudes, se transformer tout au long de la vie, apprendre. Le dernier épisode des Secrets du corps humain. Découverte ce soir 18h30 sur ICI Radio-Canada Télé et sur ICI Tout.tv. Je travaille pour les espèces en danger de disparition. Mais vous avez manqué l'ours. L'espèce en danger de disparition, c'est les péquistes. Hein? Vous savez, il en reste presque pas, puis ça se reproduit plus beaucoup, ces bébêtes-là. Là. Ici, La Flaque, ce soir 19h30. Ici Radio-Canada Télé. Chez Léon, c'est le plus gros solde d'ameublement au Canada. Obtenez ce sofa inclinable à moitié prix. Épargnez 60% sur ce matelas grand lit, maintenant 599 $. Se termine mardi. Détails à meubleleon.ca. Contre la douleur, voici notre solution la plus puissante à ce jour. Le timbre Salon Passe 12 heures. Ce timbre contient 2 médicaments cliniquement éprouvés pour le soulagement des douleurs musculaires, articulaires et dorsales. Et il dure jusqu'à 12 heures. Salon Passe pour un soulagement ciblé. Au début de chaque aventure, c'est le quotidien. Et puis tranquillement, le décor se transforme. Jusqu'à ce qu'on se sente vraiment ailleurs. C'est là que l'aventure commence. On y découvre la nature, des villes, des gens. J'ai aussi l'impression que l'on se découvre. L'important, c'est d'être confortable. Voyager léger, c'est être libre. Nous, on voyage avec ProLite. Et vous? Votre produit attire les regards. Vos idées mènent loin. Votre entreprise est en croissance. Visitez innovation.canada.ca et trouvez des programmes pour aider votre entreprise à démarrer, croître ou accéder à de nouveaux marchés. Innovation.canada.ca. Votre croissance commence ici. Un message du gouvernement du Canada. Ma facture Internet. Oh! Encore des frais cachés? Jamais ça quand ils me font ça. Deviens pas comme lui. Change pour e-box. Internet, téléphonie, télé. e-box. Ah! Vous allez encore m'augmenter. Faut tout le temps que je renégocie mon forfait Internet. C'est encore moi. OK. Ben c'est Steve. J'aime ça quand on abuse de moi. Deviens pas comme lui. Change pour e-box. Internet, téléphonie, télé. e-box. T'as combien? Tu m'as trahi. Vous pourriez faire semblant que c'est un petit orphelin, puis vous pourriez l'adopter. Curé Watutan, on dirait du sang. Faut opérer. Il nous faudrait la liste de tous les mauvais esprits qui soutiennent le curé. Notre Sainte Mère l'Église saura vous récompenser. Les Pays d'en haut, dernière de la saison, lundi 21h. Séraphin, Alexis, un des deux qui va disparaître. Ici Radio-Canada Télé. Bref, coup d'œil à la météo. Maintenant, ce soir, il fera moins 10. En fait, il fera moins 7 à Hearst et moins 5 à Sudbury, alors qu'il fera un peu plus doux dans le sud avec 0 et à Toronto et 4 degrés pour Windsor, oui. Tandis que demain, on prévoit moins 1 un peu partout dans le nord avec quelques nuages et des averses en forme de pluie ou de neige. Et il fera 6 degrés avec un peu plus de nuages et des averses dans le sud. Et maintenant, signe et la preuve que le printemps approche. Plusieurs cabanes à sucre commencent à accueillir les amateurs de produits d'érable. À Toronto, vous le voyez dans ces images, des centaines de personnes ont visité les installations Sugar Shack. L'activité offerte samedi et dimanche seulement sur les quais du secteur Sherbourne Commons au centre-ville offrait les expériences traditionnelles au menu sirop d'érable, tir sur neige et sculpture de glace. L'activité a attiré plusieurs familles ontariennes alors que débute le congé de la relâche scolaire. Sirop d'érable? Oui, on a beaucoup aimé le sirop d'érable.
On a aimé les sculptures de glace. Oui. C'était très intéressant. Ah, c'est bon de voir le lac, c'est bon d'être dehors, même s'il est froid. C'est cool de voir les gens. Et de la voir en ville, ce n'était pas trop loin de venir de chez nous. On peut faire le matin, un peu de l'après-midi et puis rentrer chez nous pour l'heure du repos. Alors voilà, c'est ce qui complète vos informations. Pour les plus récents développements dans l'affaire et les recherches pour Jody et Nicole Blais, rendez-vous sur notre site web. Nos équipes sont sur place et suivent la situation de près. Excellente soirée à notre antenne, mesdames et messieurs. Gabriel Sabourin sera avec vous demain. Au revoir.